Bien, bonsoir à tous. Au nom du CRDH, du Centre de recherche sur les droits de l'homme et les droits humanitaires de l'Université Paris 2, je vous accueille à cette table ronde. C'est comme ça qu'on a intitulé la réunion et je suis très honoré d'accueillir nos deux invités. Je remercie Sophie Ménard qui a été la courroie de transmission pour organiser cette réunion sur un thème très important. Le titre les bails en danger, c'était presque le même titre que l'année dernière. Malheureusement, je crois, nos orateurs le diront, la situation ne s'est pas améliorée sur ce terrain. Et nous avons les mêmes intervenants que l'année dernière, mais il y a eu un grand changement. D'abord parce qu'on avait une doctorante et maintenant elle est docteur en droit, c'est Madame Hamdan Nadafi, qui a fait une thèse sur la liberté religieuse dans l'espace. Voilà. Et puis, on avait notre ami Karim Laïchi, qui était vice-président de la FIDH, et maintenant, on a l'honneur d'avoir le président de la FIDH. Et je suis d'autant plus sensible à sa présence qu'il a un ordre du jour, un emploi du temps de président qui est très chargé. Donc, sa fidélité à notre université et surtout à la cause des droits de l'homme en Iran est quelque chose qui me touche profondément. Alors je crois que c'est lui qui va prendre la parole le premier, et puis après ça sera Madame Nadafi, et puis après il y aura un dialogue avec la salle. Encore merci. Merci beaucoup, Emmanuel. Écoutez, je crois que le titre de mon intervention est la situation des droits de l'homme depuis l'élection de M. Rouhani à la présidence de la République islamique d'Iran. Pour que vous soyez un peu et sur le plan politique et sur le plan situationnel dans le contexte, j'ai préparé, surtout que je me trouvais à la Sorbonne devant les académiciens et devant les spécialistes des droits de l'homme, une petite introduction justement sur ce contexte-là. Si je commence par une petite polémique, parce que malheureusement c'est la question que je me pose depuis des années. Il existe un malentendu, voire une ignorance volontaire au sein de la communauté internationale sur la nature politico-juridique de cet État. En effet, la République islamique d'Iran est une, j'ai posé bien mes mots, est une oligarchie théocratique dans laquelle la jouissance des droits et des libertés dépend de l'appartenance en une idéologie islamiste officielle légitimée par le droit divin. Ainsi, le droit de gouverner, de légiférer, de juger provient de l'autorité cléricale qui est considérée par la Constitution comme le pouvoir suprême au-delà du pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Ce principe devrait être effaré dans la transcendance de guide religieux et la pierre angulaire et le fondement de la légitimité de ce régime. Paradoxalement, la Constitution de la République islamique d'Iran prévoit aussi un président de la République élu par suffrage universel, ainsi qu'un Parlement dont les députés sont également élus par le suffrage universel. D'autre part, il est prévu un conseil de surveillance auprès duquel siègent 6 religieux nommés par le guide suprême, afin de superviser, c'est le terme mentionné dans l'article concerné dans la Constitution, afin de superviser l'élection présidentielle et celle de l'Assemblée. En effet, ce conseil procède en amont à une sélection des candidats, tant pour l'élection présidentielle que pour celle de l'Assemblée, sur des critères purement politico-religieux, et publie une liste de candidats admis. Cette liste restreinte est mise au suffrage universel et le peuple iranien n'a pas donc d'autre choix.
Malgré cette épuration préélectorale, le président élu par le peuple doit être, entre guillemets, nommé par la suite par le guide suprême afin que son élection soit valable. C'est pourquoi ce président n'est que le chef du gouvernement, responsable devant l'Assemblée, mais le chef de l'exécutif est le guide suprême. Entre autres, évidemment, il a l'ensemble de pouvoirs de chef de l'État, dont celui de chef des armées, des pastarants, ainsi qu'il soit responsable, sans qu'il soit responsable devant l'Assemblée. En ce qui concerne le législatif, cette Assemblée élue sous la liste restreinte par le peuple doit prendre en considération l'idéologie officielle de la République islamique d'Iran. Ainsi, l'ensemble des lois officielles de la République islamique votées par l'Assemblée doivent passer devant ce conseil de surveillance afin que les 6 membres religieux examinent la conformité, c'est dans le rapport à Ahmad Shahid rendu public ce matin, conformité des lois votées par le Parlement avec les préceptes islamiques. Si la majorité de religieux au sein du Conseil estime qu'une loi votée par l'Assemblée est incompatible avec les préceptes islamiques, celle-ci doit être considérée comme nulle et non appliquée. Cependant, ces préceptes islamiques ne sont définis ni par la Constitution, ni par aucun texte légal, et le Conseil de surveillance n'est pas tenu non plus de justifier sa décision. Enfin, le pouvoir judiciaire est dirigé par un chef, un religieux nommé par le guide suprême. Ce chef nomme à son tour un religieux comme premier président de la Cour de cassation et un deuxième religieux comme le procureur général auprès de cette Cour. Dans ce contexte, les élus du peuple sont sous la tutelle du clergé qui n'a aucun mandat politique à l'issue de suffrage universel, le guide suprême qui gouverne en tant que représentant de 12e main et dépositaire de pouvoir ultime. Voilà, c'est une image très, si vous voulez, sommaire une analyse très sommaire sur le plan politico-juridique de la République islamique d'Iran. Et par conséquent, le nouveau président, malgré sa campagne pendant cette élection 2013, au cours de laquelle il parlait de respect aux droits et libertés fondamentaux, il parlait même de la libération des prisonniers politiques, surtout, comme disent les journalistes, les 2 candidats malheureux aux élections 2009 qui sont toujours détenus chez eux en Iran, on dit détention au domicile, qui est considérée par le groupe Travail sur les détentions arbitraires, là-dessus, dans d'autres cas, comme justement une détention arbitraire. Et pourquoi, et comme disait Ban Ki-moon ce mardi devant le Conseil des droits de l'homme à Genève, et pourquoi ce président n'a pas respecté cet engagement? Et pourquoi la situation des droits de l'homme est encore d'une manière très, si vous voulez, vraiment en dégradation continue. Vous voyez, et par exemple, si l'année dernière on parlait entre 500 et 600 exécutions au cours de 2012, dans le rapport d'Ahmad Shahid, le rapporteur spécial des droits de l'homme qui a été présenté hier soir devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève, il parle de 687 exécutions au cours de l'année 2013, dont 57 exécutions sur la place publique. 57 exécutions sur la place publique, ça veut dire à peu près 10% des exécutions. 687. Ce sont des exécutions 2013. Comme disait Ahmad Shahid dans son rapport, jusqu'au 4 janvier. Seulement dans les 2 premières semaines du mois de janvier, il y a eu 40 exécutions en Iran. 40 exécutions en Iran. Évidemment, comme disait Michel Foucault dans son œuvre très
connu surveiller et punir, le caractère public de supplice permettait la démonstration de pouvoir. La démonstration de pouvoir. Faire peur au public et non au-delà. Ça, c'est l'objectif principal de cette politique répressive. Et comment et pourquoi M. Rouhani a été finalement, d'abord, je vous dis dans quelles circonstances, dans quelles conditions, évidemment, les élections souvent régulièrement ont lieu en Iran. Je vous rappelle qu'en 2009, pour la première fois, il y a eu quand même à peu près une ambiance ou un vent de liberté dans l'atmosphère iranienne. C'est la raison pour laquelle un ancien Premier ministre qui était pendant à peu près 20 ans chez lui, en fait, il ne participait pas directement au pouvoir, il se portait candidat qui s'appelle Moussavi. Et justement, il a commencé à parler des réformes et constitutionnelles et surtout le respect aux droits et libertés fondamentaux. C'est la raison pour laquelle, évidemment, ils ont décidé de sortir le nom d'Ahmadinejad, le président sortant pendant les élections, dès le premier tour. C'est la raison pour laquelle il y a eu des manifestations les plus gigantesques de l'histoire iranienne depuis la révolution iranienne. Des dizaines de personnes ont été tuées au cours de ces manifestations qui ont duré pendant 5-6 mois. Des milliers de personnes à un moment donné, même les autorités officiellement parlaient en août-septembre 2009, parlaient entre 4 000 et 5 000 personnes en détention. Et une grande partie des défenseurs de droits de l'homme, nos amis, surtout les deux membres fondateurs de notre ligue sur place, le Centre de défenseurs de droits de l'homme, Maître Soltani et Maître Seifadeh, sont toujours en prison. L'un est condamné à 9 ans de prison, l'autre à 7 ans de prison. Et dans ces conditions-là, évidemment, cette fois-ci, le régime ne pouvait plus jouer les mêmes cartes. C'est dans ce contexte qu'un ancien président de la République, M. Hachemi, qui est un peu, si vous voulez, c'est pas un réformateur, mais quand même c'est un réel politique, surtout dans l'état actuel, avec les boycotts et les restreintes, si vous voulez, économiques, qui ont eu quand même des conséquences néfastes, non seulement sur l'économie du pays, surtout malheureusement sur la vie quotidienne de la population iranienne. Finalement, ils ont décidé de peut-être de ne pas encore, si vous voulez, sortir le nom de quelqu'un comme Ahmadinejad, mais évidemment, ils n'ont pas validé la candidature de Hachemi, alors qu'il était pendant 8 ans président de la République, il était pendant 10-12 ans président de l'Assemblée, il est actuellement numéro 4 de régime, ça veut dire le président du Conseil de discernement, parce que là aussi c'est encore une institution vraiment faite sur mesure en rapport avec la nature politique de ce régime. Et ce Conseil des gardiens de la Constitution n'ont pas validé la candidature de numéro 4 de régime. Et c'est dans ce contexte-là que son poulain, qui s'appelle M. Hassan Rouhani, qui est un type encore peut-être modéré, c'est pas un réformateur, ça aussi c'est un réel politique, qui était toujours, si vous voulez, un peu, qui faisait partie toujours de Serail, et toujours des postes, surtout sur le plan stratégique. Pour moi, c'est un Poutine iranien. Même en turban, vraiment, avec à peu près le même background, le même, si vous voulez, mais encore peut-être plus cultivé que Poutine, parce que, outre ses études religieuses, il a fait aussi des études juridiques,
à l'université de Téhéran, et après, je crois, en Angleterre, je ne sais pas dans quelle université, mais quand même, c'est quelqu'un cultivé, très intelligent politiquement. C'est la raison pour laquelle, pour qu'il puisse attirer l'attention de l'ensemble de l'opposition, des réformateurs, des laïcs, ça veut dire l'ensemble de l'opposant au régime, et par conséquent, il a mis la barre un peu peut-être plus haute. C'est pourquoi qu'aujourd'hui, malheureusement, son bilan n'est grosso modo négatif. La situation des droits de l'homme en Iran ne s'améliore pas, parce qu'il n'a pas toutes les cartes entre ses mains. Et en plus, ce qu'il disait, le rapporteur spécial dans son rapport, comme je vous ai dit, présenté hier devant le Conseil des droits de l'homme, la justice iranienne, non seulement n'est pas indépendante, c'est un appareil répressif. C'est la justice iranienne qui est l'origine, si vous voulez, de cette politique, surtout répressive, depuis 1989, c'est-à-dire sans précédent depuis 20 ans. Et par conséquent, dans un système politique où, d'abord dans la Constitution, il y a le principe de séparation des pouvoirs, en plus, le chef de pouvoir judiciaire est nommé directement par le guide suprême. En plus, c'est le guide suprême qui doit déterminer le rapport entre les trois pouvoirs, exécutif, une grande partie c'est lui-même et une petite partie c'est le gouvernement, c'est-à-dire le président et ses ministres, et le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif. Et par conséquent, chaque fois, par exemple, il y a une semaine, Catherine Ashton se rend pour la première fois en Iran, après 7 ans, 8 ans de rupture des relations officielles entre la République islamique d'Iran et l'Union européenne. D'accord? Et elle arrive en Iran. Le jour de son arrivée, je crois qu'elle est arrivée le vendredi 7, le lendemain c'était la journée mondiale de la femme. Et par conséquent, elle a choisi 7-8 femmes, dont la maman d'un blogueur qui a été torturé à mort, Sattar Beheshti, il y a 2 ans. Narges Mohammadi, le vice-présidente de notre centre de défense des droits de l'homme en Iran, qui a été, si vous voulez, fermé depuis 6 ans, dont la présidente aussi, et comme son prédécesseur qui est en face de vous, actuel depuis 2009 en exil Shirin Ebadi, c'est Narges Mohammadi, qui a été condamné à 9 ans de prison, au bout de 2 ans d'incarcération, étant donné que son état de santé était dangereusement mauvais, et finalement elle a été libérée et, comme d'habitude, assignée à la résidence. Ça, c'était la deuxième interlocuteur de Mme Ashton, et 4 autres femmes choisies par Mme Ashton. D'accord? Mme Ashton a fait cette rencontre, je crois à l'ambassade autrichienne à Téhéran. Le lendemain, Mme Ashton a des rencontres officielles avec le président, avec le ministre des Affaires étrangères, avec le président de l'Assemblée, avec même le conseiller des relations extérieures du guide suprême, pour respecter en fait l'ensemble des tendances, etc. D'accord? Le lendemain de retour de Mme Ashton a été insultée au sein du Parlement iranien. Que pour quel droit cette femme, évidemment, je ne suis pas en mesure de d'abord traduire le mot utilisé par certains députés à son encontre, en plus c'est indécent, que cette femme se permet d'aller rencontrer les anti-révolutionnaires, les personnes qui ont été condamnées par le pouvoir judiciaire iranien. Évidemment, les Occidentaux ne respectent pas leur engagement. À aucun moment n'était prévu qu'il y ait ces rencontres-là entre Mme Ashton et ces personnes.
Vous savez bien qu'est-ce que c'est le protocole lors d'une visite officielle d'un représentant d'un gouvernement ou d'un représentant d'une grande institution comme l'Union européenne. Ouais. Évidemment, le même ministre, président de l'Assemblée, qui avait rencontré Madame Ashton le lendemain, ça veut dire dans la journée de dimanche, qui savait que la vieille Madame Ashton avait rencontré Narges Mohammadi et les autres femmes, n'a rien dit tant que Madame Ashton était à Téhéran. Le lendemain, et lui et son frère, qui est chef de pouvoir judiciaire, ils ont commencé à attaquer Madame Ashton en disant que voilà, encore, les étrangers interviennent dans les affaires qui relèvent de la souveraineté nationale, etc. Voilà, nous sommes devant une situation, dans un rapport de force très très déséquilibré. Je ne suis pas l'avocat de Hassan Rouhani, il ne mérite même pas que je sois son avocat, mais je peux vous dire que c'est très très compliqué. C'est très très compliqué ce qu'il a dit. Je finis dans 2-3 minutes. Hein. Ce qu'il a dit au bout de 3 ans, au cours de son 3e mandat, le rapport spécial, dans l'introduction de son dernier rapport, comme je vous ai dit, déposé hier devant le Conseil de droits de l'homme, pour la première fois, il parle de l'inconformité de la législation iranienne et surtout d'une grande partie de la constitution iranienne avec les principes de droit. C'est le rapporteur spécial de l'ONU qui parle. Ce n'est pas les ONG, ce n'est pas la FIDH, ce n'est pas Karim de l'AIG, ce n'est pas. Voilà. Le rapporteur spécial. Et alors que l'Iran, l'État iranien a ratifié les 2 pactes, le pacte de droit civil et politique et le droit économique et socio-culturel en 1975. Comment on peut évidemment trouver un consensus entre une constitution dans laquelle la discrimination est la base de droit? Dans le rapport d'Ahmad Shahid, par exemple, en ce qui concerne les minorités religieuses, dans le rapport publié hier, il dit qu'actuellement, il y a grosso modo autour de 700 personnes en prison. Je crois qu'il y a 200 quelques du côté de la communauté baha'i, mais ce qui est très intéressant, Emmanuel, il y a actuellement 90 sunnis iraniens en prison. Sunnis. Ils sont musulmans, mais pas chiites, mais pas d'accord avec l'idéologie gouvernementale. Et 19 ou 20, si vous voulez, des mystiques, des Iraniens ou des Turcs, des derviches, et dont 2 avocats. Et voilà, vous savez, c'est ça, la base. C'est la raison pour laquelle je vous dis que c'est seulement sur la base de cette idéologie. Comme, je ne sais pas, j'ai vu il y a des années dans un bouquin sur les religions, autant on s'approche au Dieu, on a davantage de droits. C'est pas moi, hein, je respecte toutes les religions et toutes les convictions. En Iran, c'est comme ça. En Iran, c'est comme ça. La jouissance de droit dépend évidemment d'une allégeance totale à l'égard de cette idéologie. Première grande question posée par Ahmad Shahid. Deuxième, évidemment, c'est le grand problème de l'appareil judiciaire. Que non seulement il n'est pas en mesure de garantir les droits de l'homme et de punir ceux ou celles qui ne respectent pas les droits et libertés fondamentaux, malheureusement, c'est une machine de répression. Voilà, dans ce contexte-là, évidemment, moi, je ne suis pas en mesure de faire, en fait, des diagnostics, de dire est-ce que dans les mois à venir, ça va améliorer ou pas. Moi, je dis,
Nous sommes quand même devant une question très très complexe, dans un rapport de force qui n'est pas du tout en faveur du respect des droits de l'homme, le respect de la souveraineté nationale, le respect de la démocratie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, et je vous signale que le rapport donc, qui a été remis au Conseil des droits de l'homme est disponible, je crois, sur le site des Nations Unies. Il y a notamment l'évolution un graphique, c'est dommage qu'on ne puisse pas le montrer, l'évolution du nombre des condamnations, des exécutions à la peine capitale, et on voit que ça monte de manière vraiment affolante. Donc je passe tout de suite la parole à Madame Nadafi pour le volet liberté religieuse. Merci, je vous remercie. Merci, très bien. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Alors, je vais aborder la situation juridique de l'Iran et en particulier la situation des Bahreïs, puisque c'est le thème d'aujourd'hui, et voir l'évolution de la situation des Bahreïs depuis la présidence de M. Rouhani. Je vais essayer de ne pas répéter ce que M. Karim Laredji vient de dire, parce qu'il a déjà bien exposé la situation, mais je vais quand même essayer d'abord de planter le décor, de faire un bref résumé de la situation juridique de l'Iran. Donc, je vous propose dans un premier temps de voir le contexte de l'Iran, la situation juridique, et dans un deuxième temps d'aller plus en profondeur sur la question spécifique des Bahreïs. Et pour comprendre l'Iran actuellement, pour comprendre la République islamique d'Iran, il faut bien entendu avoir en tête deux éléments. Le premier, c'est la théorie du Velayat et Faqih, qui a été quand même abordée par M. Karim Laredji. Alors, cette théorie, comme vous le savez, l'Iran est un État chiite, et le chiisme se distingue du sunnisme, puisque la doctrine chiite a remis en question la légitimité des trois premiers califes qui ont succédé le prophète Mahomet, et partant de là, ils ne reconnaissent que la légitimité d'Ali et des descendants d'Ali. Et donc, dans la doctrine chiite, le pouvoir doit revenir aux imams, qui doivent être des descendants de la famille du prophète, de la famille d'Ali, et le pouvoir appartient depuis la succession du prophète, ou du moins le pouvoir a appartenu à 12 imams. Et pourquoi 12? Tout simplement parce que le dernier imam, qui est l'imam Muhammad al-Mahdi, est caché en fait. C'est un imam qui aujourd'hui, à partir de l'année 941, cet imam est occulté aux yeux des hommes, et en son absence, le pouvoir doit revenir au théologien le plus expérimenté et au théologien qui a le plus étudié, qui est le mieux à même de gérer la communauté. Et donc, c'est dans ce contexte chiite où le pouvoir tant religieux que politique appartient à un imam, que l'ayatollah Khomeini va installer cette théorie du Velayat et Faqih, qui est quand même la base, comme ça a été dit précédemment, qui est la pierre angulaire du régime iranien. Alors, quelle est cette théorie en quelques mots? Tout simplement puisque depuis 1941, il n'y a plus d'imam, de descendants directs du prophète, qui puissent gérer la communauté. La communauté va être gérée, comme je l'ai dit, par un guide qui est le théologien le plus expérimenté. Et ce théologien donc, va disposer du pouvoir tant religieux que temporel. Et donc tous les pouvoirs politiques appartiennent à ce théologien, à ce guide. Cette théorie du Velayat et Faqih est constitutionnalisée en Iran, puisqu'elle est inscrite dès le préambule de la Constitution. Et donc on retrouve au paragraphe par exemple 4 ou encore au paragraphe 12, 30 du préambule de la Constitution cette référence à cette théorie du Velayat et Faqih, et c'est l'article 5 plus précisément de la Constitution qui définit cette théorie. Alors le premier guide suprême de la République islamique d'Iran est celui qu'on connaît tous, l'ayatollah Khomeini, et à son décès, c'est Ali Khamenei qui a pris la succession. Alors, en quelques mots rapides, quels sont les pouvoirs de ce guide suprême? Parce que c'est important de comprendre que ce guide est vraiment le chef tout-puissant de l'Iran, de la République islamique d'Iran. Alors, la séparation des pouvoirs telle qu'on la connaît est énoncée
dans la constitution iranienne. Pourtant, en pratique, c'est une concentration des pouvoirs que l'on retrouve. Une réelle concentration des pouvoirs entre les mains du guide suprême, tout simplement. En effet, le guide suprême est le premier personnage de l'État. Le guide suprême, c'est l'article 110 de la Constitution qui définit les pouvoirs du guide suprême, et l'article 110 de la Constitution dispose que le guide suprême détermine et supervise l'exécution des grandes lignes de la politique générale du pays. C'est également lui qui coordonne et chapeaute l'action des trois pouvoirs constitués. C'est également le guide suprême qui est à la tête de l'armée et de la justice. En effet, c'est lui qui nomme le procureur général et le président de la Cour de cassation iranienne. Donc vous comprenez qu'il n'y a pas d'indépendance de la justice dans ce contexte. C'est également le guide suprême qui peut à tout moment suspendre le fonctionnement des institutions. C'est également le guide suprême qui peut seul prendre l'initiative d'une révision constitutionnelle. Et enfin, il a le contrôle indirectement sur le pouvoir législatif. Indirectement, puisque c'est en effet le guide suprême qui nomme 6 membres du Conseil des gardiens, l'équivalent, on va dire, du Conseil constitutionnel, et les 6 autres membres qui sont désignés, on va dire, élus par d'autres autorités que lui, sont élus par des autorités que lui-même a nommées. Donc encore une fois, l'indépendance du pouvoir législatif est tout à fait relative. Alors, dans ce contexte juridique où on a une omniprésence du guide, mais également une omniprésence de la doctrine chiite, puisque l'objectif de la République islamique d'Iran, telle qu'elle a été instaurée par l'ayatollah Khomeini, l'objectif de la République islamique d'Iran est de permettre la protection et de garantir que la doctrine chiite est appliquée. Et dans ce contexte juridique, la liberté de religion, malheureusement, a une place très infime. En effet, la constitution iranienne ne reconnaît pas la liberté de religion. La liberté de religion n'est pas inscrite textuellement dans la constitution. Il y a quand même quelques références. En effet, l'article 12 de la constitution, qui dispose que le chiisme est la religion officielle de l'État, reconnaît d'autres obédiences musulmanes. Donc il y a quand même une référence à d'autres branches de l'islam qui ne soient pas chiites. Et l'article 13 fait référence à des minorités religieuses. Et donc dans la constitution iranienne, on reconnaît la communauté juive, les zoroastriens et les chrétiens. Et uniquement ces 3 minorités religieuses. Et c'est là tout le problème de la constitution iranienne. Puisque ces 3 minorités religieuses qui sont reconnues, qui sont inscrites textuellement dans la constitution, vont se voir reconnaître certains droits. Je dis bien certains droits, puisque même s'ils sont reconnus dans la constitution, tous les droits ne leur sont pas reconnus. Mais en dehors de ces minorités reconnues, aucune autre croyance, aucune autre religion n'est acceptée. Quelques mots rapidement sur la conséquence de cette reconnaissance pour les minorités donc, qui sont inscrites dans la Constitution. La première, c'est qu'ils ont une représentation parlementaire. Et donc le Parlement iranien, qui est composé de 270 membres, comprend 5 membres représentant ces minorités, donc des membres juifs, chrétiens et zoroastriens. La deuxième conséquence concerne, c'est pas vraiment une conséquence, mais le deuxième problème, c'est la question de l'apostasie. L'apostasie, qui est en fait le fait de quitter l'islam et d'adhérer à une nouvelle religion. L'apostasie est punie dans de nombreux États de droit musulmans par la peine de mort. En Iran, on ne trouve aucune référence à la sanction de peine de mort pour l'apostasie. Cependant, les juges utilisent l'article 4 de la Constitution et s'autorisent le droit de condamner à mort des personnes, donc des apostats, des personnes qui quittent l'islam pour adhérer à une autre religion, en se basant tout simplement sur cet article 4 de la Constitution, parce que cet article 4 permet aux juges de donner une sanction sans qu'elle soit textuellement inscrite dans la loi, mais en se référant à des sources religieuses non codifiées, et notamment à des fatwas.
Et ce sont justement ces fatwas qui condamnent à mort les apostats qui sont aujourd'hui utilisés en Iran pour condamner tout non-musulman, enfin pardon, tout musulman qui deviendrait, on va dire non-musulman, tout musulman qui deviendrait chrétien, juif, zoroastrien et surtout bahaï. Alors justement, quelle est la situation des bahaïs dans ce contexte où on voit que les minorités religieuses, bien qu'elles aient des droits, elles sont tout de même très limitées, ces minorités sont limitées, encadrées. D'abord, qui sont les bahaïs? Les bahaïs, c'est tout simplement entre 300 000 et 350 000 fidèles en Iran, et c'est la première minorité non religieuse en Iran. C'est la plus grande minorité non musulmane de l'Iran. Et les bahaïs donc, sont les adeptes de Baha'u'llah et sont aujourd'hui considérés en Iran tout simplement comme des hérétiques pour avoir renié la foi du prophète Mahomet. Donc, comme je l'ai dit, la foi bahaï n'est pas reconnue dans la Constitution. L'article 13 de la Constitution, qui fait référence aux différentes minorités religieuses, ne fait aucune référence à la communauté bahaï, alors même que c'est la plus grande minorité religieuse aujourd'hui en Iran. Et donc, cette exclusion de la Constitution fait des bahaïs une catégorie d'infidèles sans protection. C'est-à-dire qu'aucun droit n'est reconnu aujourd'hui aux bahaïs en Iran par cette exclusion justement de la Constitution. Cette exclusion de la Constitution a comme principale conséquence évidemment la privation de droits, mais surtout une persécution qui est organisée, qui est institutionnalisée par les pouvoirs en place. Alors, avant d'expliquer la situation aujourd'hui, qu'en est-il aujourd'hui des bahaïs, juste, je voudrais rappeler comment est-ce que cette discrimination s'est mise en place. Alors, la communauté bahaï connaît une discrimination et une persécution depuis bien avant l'avènement de la République islamique d'Iran. Mais ce qu'il est important de noter, ce sont les propos de l'ayatollah Khomeini avant la révolution iranienne. Lorsqu'à la fin des années 70, les premiers mouvements ont démarré en Iran, et l'ayatollah Khomeini étant encore en exil en France, lorsque la question lui a été posée de savoir ce qu'il en était des non-musulmans, ce qu'il en serait des non-musulmans une fois que la République islamique d'Iran serait installée, concernant les juifs, il a assuré que leurs droits seraient préservés, et en effet, c'est le cas. Par contre, lorsqu'un journaliste lui a demandé ce qu'il en serait pour les bahaïs, sa réponse est sans équivoque, puisqu'il répond « Ils sont une faction politique, ils sont armés, ils ne seront pas acceptés. » Et donc, les arguments, les justifications qui ont permis à l'ayatollah Khomeini de tenir ses propos, c'est tout d'abord que la communauté bahaï, donc les bahaïs, représente une association communautaire avec des puissances étrangères. En effet, les bahaïs ont d'abord été accusés d'être des outils de l'impérialisme russe, puis du colonialisme britannique, puis de l'expansionnisme américain, et aujourd'hui, finalement, ils sont sionistes. Et il est dit que le Coran et l'islam sont en danger, l'indépendance de l'État et l'économie sont menacées par une prise de contrôle des sionistes qui sont apparus en Iran sous le couvert des bahaïs. Juste une petite précision ici, il est vrai aujourd'hui que les lieux saints bahaïs sont en Iran, mais en Israël. Pourtant, la foi bahaï, donc le prophète Baha'u'llah est né en Perse, et ce sont les autorités iraniennes qui l'ont exilé, qui l'ont fait partir de Perse et qui l'ont envoyé en exil en Israël. Le prophète Baha'u'llah n'est pas parti de lui-même en Israël, ce sont les autorités iraniennes qui l'ont fait partir dans l'Empire ottoman, et donc dans la pire prison à l'époque de l'Empire ottoman, dans une prison, une légende dit que les oiseaux se retournaient à ce moment-là pour ne pas voir en fait, la situation de cette prison. C'était une ville-prison, en fait la ville-prison d'Aqqa. Ce sont les autorités iraniennes qui l'ont envoyé dans l'Empire ottoman et dans cette partie qui aujourd'hui est l'Israël. Et aujourd'hui, cet argument est utilisé contre les bahaïs pour dire que les bahaïs sont sionistes. Mais les bahaïs n'ont pas demandé à être envoyés à cet endroit du monde. Le deuxième argument qui est utilisé, c'est que la communauté bahaï est un mouvement politique. Pourtant, ce qu'il est important également ici de souligner, c'est que le prophète Baha'u'llah interdit aux bahaïs toute activité politique. Les croyants
qui appartiennent à la communauté bahaï n'ont pas le droit d'avoir une activité politique partisane. Et donc, ces propos qui ont été tenus par l'ayatollah Khomeini avant l'avènement de la République islamique d'Iran, évidemment, vous donnent déjà une idée de ce qui a pu se passer par la suite. Et en effet, à partir des années 1980, il y a une institutionnalisation des discriminations. Comme je disais, l'article 13 ne fait pas référence à la communauté, à la foi bahaï, et cette non-reconnaissance va permettre d'institutionnaliser et d'organiser une véritable discrimination. Tout d'abord, le Conseil supérieur de la Révolution, dans un premier temps, a envoyé des documents officiels pour donner des instructions sur le comportement que devaient avoir les différentes autorités sous son pouvoir. Donc le comportement qu'ils devraient avoir à l'égard des Bahaïs. Et la première conséquence, c'est que tous les Bahaïs ont été licenciés de leur poste, se sont retrouvés au chômage, et après quelques années, il leur a été demandé de rembourser les sommes qu'ils avaient reçues au titre justement de chômage ou de licenciement. Une deuxième conséquence a été que les Bahaïs ont été autorisés, par exemple, à récupérer leur emploi, à récupérer leur maison, à récupérer les biens qui leur avaient été confisqués, à la seule condition qu'ils renient leur foi et qu'ils acceptent d'adhérer à l'islam. Mais on va dire que le point vraiment de non-retour de cette situation a été un mémorandum confidentiel qui a été publié par la Commission des droits de l'homme des Nations Unies en 1993. Et je vous lis une phrase de ce mémorandum. Donc il est question de traiter de la question des Bahaïs, et il est écrit, donc il est dans ce mémorandum expliqué quelles mesures doivent être prises contre les Bahaïs de nature à bloquer leur évolution et leur développement. Je pense qu'on ne peut pas être plus clair que ça. Donc c'est vraiment une stratégie d'étranglement de la communauté bahaï qui se met en place à partir de ce mémorandum de 1991. Et à partir de là, les Bahaïs sont exclus, par exemple, du système universitaire. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, aucun Bahaï n'est autorisé à intégrer l'université. Une autre conséquence est la confiscation de tous les biens, mais aussi de tous les lieux saints, des cimetières des Bahaïs. Aujourd'hui, les Bahaïs n'ont aucun cimetière, n'ont aucun endroit pour enterrer leurs morts. Ces cimetières ont non seulement été confisqués, mais ont été complètement rasés à coups de bulldozer par les autorités iraniennes. Alors, qu'en est-il depuis l'élection du président Rouhani, puisque le président Rouhani en effet fait campagne sur une ouverture et sur une volonté d'améliorer la situation des droits de l'homme en Iran, il est il est important en tout cas de noter quelques faits qui se sont produits depuis l'élection du président Rouhani. Tout d'abord, le 24 août 2013, un Iranien du nom de Ayatollah Rezvani a été assassiné dans sa voiture par 2 balles dans la nuque. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, les autorités iraniennes n'ont rien fait pour trouver les coupables de cet assassinat, et donc justice n'est toujours pas rendue. Cet homme est bien entendu Bahaï, et les 2 coups de fusil dans la nuque, je vous laisse imaginer qu'est-ce que cela signifie. Un deuxième élément qui est intéressant à souligner, c'est le nombre de prisonniers. M. Karim Laridji l'a rappelé, il y a aujourd'hui plus de 700 prisonniers en Iran, près de 136 pour être précis, aujourd'hui prisonniers sont Bahaïs. Et la seule raison pour laquelle au jour d'aujourd'hui ces personnes sont emprisonnées, c'est pour leur croyance, ce sont des prisonniers de conscience. En effet, en 2008, pour vous donner un exemple, en 2008, les 7 personnes qui représentaient la communauté bahaï d'un point de vue administratif ont été arrêtées par les autorités iraniennes. Cette arrestation a commencé par l'arrestation d'une des dames. Une des dames a été arrêtée dans sa ville et ensuite les 6 autres ont été arrêtés au fur et à mesure le même jour, le 14 mai 2008. Et cette arrestation s'est faite sans aucun respect des droits et des libertés fondamentales. En effet, alors que la Constitution, alors que le droit iranien impose qu'une arrestation et qu'une condamnation se fassent
avec l'avertissement des charges contre ces personnes. Il faut savoir que pendant plus de 20 mois, ces personnes ont été emprisonnées sans qu'aucune charge ne soit mise à leur compte. Aucune charge pendant plus de 20 mois. Leur procès a eu lieu au bout de 20 mois. C'est donc au bout de 20 mois, lors du procès, qu'ils ont été informés des charges qui pesaient contre eux. Et ils n'ont eu accès à un avocat que le jour du procès, si tant est qu'on puisse parler d'avoir accès à un avocat, puisqu'ils ont très brièvement eu une discussion avec leur avocat et que leur avocat n'a même pas pu avoir accès aux documents qui permettaient vraiment de les condamner. Et donc ces personnes ont été condamnées à 20 ans de réclusion sur aucune disposition législative, sur aucun argument de droit, sur leur simple appartenance à la communauté bahaï. Cet exemple se reproduit avec des quantités de bahaïs qui sont tous les jours arrêtés et qui se retrouvent en prison sans aucune charge, sans aucun contact avec un avocat et qui sont emprisonnés pendant des mois, parfois des années, sans savoir exactement pourquoi. Cette situation, malheureusement, n'a pas changé depuis la nouvelle présidence, puisque le nombre, en 2012, il y avait 54 bahaïs en prison, en 2012. Aujourd'hui, en 2014, il y a 136 bahaïs, près de 3 fois plus. Le rapporteur spécial, dans le rapport qui était indiqué, qui a été rendu public hier, indique que les bahaïs sont systématiquement arrêtés pour avoir participé dans les affaires de leur communauté, telles que l'animation d'activités éducatives pour les enfants et les jeunes et pour la participation à des réunions de prière. Ce sont les seules raisons aujourd'hui pour lesquelles les bahaïs sont arrêtés en Iran. Un dernier élément, un avant-dernier élément, c'est une campagne de diabolisation qui est mise en place depuis très longtemps, mais qui s'est accrue depuis 2013. En effet, une étude sur près de 400 coupures de journaux et de présence médiatique permet de montrer qu'aujourd'hui, il y a une diabolisation des bahaïs. Je pourrais y revenir plus longuement en détail si vous voulez dans les questions. Le dernier élément qui est très intéressant à noter ici, et je terminerai par là, c'est la charte iranienne pour les citoyens. Alors, qu'est-ce que cette charte? C'est une charte qui a été au centre de la campagne présidentielle de M. Rouhani. En effet, il avait promis une charte permettant la fin de la discrimination basée sur la race, le sexe et la religion. Et donc, le 28 novembre 2013, un texte a été posté, donc une proposition de charte a été postée sur Internet, et il a été demandé à tous les citoyens, à tout acteur de la société civile de se mobiliser et de faire des propositions quant au contenu de cette charte qui a pour vocation, je viens de le dire, de faire évoluer la situation des droits de l'homme. Les bahaïs se sont mobilisés et les 7 bahaïs emprisonnés ont envoyé une lettre au président lui proposant de réfléchir et de réfléchir sur l'état actuel du pays et d'envisager le type de société dans lequel nous aimerions vivre, dans lequel aimeraient vivre les Iraniens. Quel état, en effet, les Iraniens souhaitent laisser à leurs enfants? Et donc, partant du constat des discriminations et des préjugés qui ont cours aujourd'hui en Iran, ces 7 responsables de la communauté bahaï ont proposé de réfléchir à de nouveaux principes qui pourraient sous-tendre la nation qu'ils laisseraient à leurs enfants. Et donc des questions sur l'environnement, par exemple, ont été abordées, ou tout simplement comment permettre à une entière contribution des enfants, mais aussi des minorités, comment permettre aux minorités d'être un acteur de l'amélioration de la société, comment éliminer la violation sociale, comment garantir l'éducation pour tous. Malheureusement, cette charte qui a été promise par le président n'a pas changé grand-chose à la Constitution puisqu'elle est restée dans le cadre des règles posées par la Constitution. Et au jour d'aujourd'hui, on ne peut que malheureusement constater une continuité, mais aussi une aggravation de la situation des Bahaïs en Iran, malgré les promesses présidentielles qui avaient été faites. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette présentation qui était très complémentaire avec ce qu'on a entendu. Donc maintenant, je pense qu'on
on a les informations de base pour un bon débat. Qui veut poser la première question? Si vous n'en avez pas, moi j'en aurais une à poser. C'est justement pour la place des femmes dans la conception des bails, et si ça ne les met pas encore plus en porte-à-faux avec le régime actuel. La question des femmes. En effet, un principe fondamental de la foi bahaï est l'égalité de droits entre les femmes et les hommes, et les femmes doivent avoir vraiment les mêmes droits que les hommes. Donc ça peut être un élément qui met la communauté bahaï en porte-à-faux, puisque ce principe essentiel a quand même été révélé au milieu du 19e siècle, et les choses n'ont pas changé en Iran, puisqu'aujourd'hui l'égalité n'est toujours pas reconnue aux femmes dans de nombreux pays, mais particulièrement en Iran. C'est sans doute pas le seul élément, mais ça contribue en effet à cette non-acceptation, j'allais dire, des Bahaïs aujourd'hui en Iran. Alors, la même question tournée vers Karim. Est-ce que Mme Ashton avait un foulard? C'est pas seulement anecdotique. Est-ce qu'il faut faire des concessions pour avoir accès aux dirigeants? Comment est-ce qu'on peut négocier? Et plus largement, quel est le sens du dialogue sur les droits de l'homme qui existe entre l'Union européenne et l'Iran? Justement, avant son départ, nous avons publié un article. Ce n'était pas une lettre ouverte à la presse de Mme Ashton, c'était quand même un article concernant cette visite titré « Ashton in Iran ». Les Iraniens actuellement sont anglophones, c'est la raison pour laquelle la plupart même de ma génération, moi je suis une exception, foreign relations must not be the expense of human rights. Évidemment que les relations, si l'échauffement de relations ne doit pas être, si vous voulez, au prix des droits de l'homme. Nous avons adressé, j'ai écrit cette tribune, évidemment, la veille de son départ de Mme Ashton, mais honnêtement, je vous dis sincèrement, je n'attendais pas qu'il y ait cette rencontre entre Mme Ashton et ces femmes, et surtout avec la vice-présidente de notre centre de défenseur, Nargis Mohammadi. Évidemment, il y a un mois, nous avons reçu le responsable droit de l'homme de l'Union européenne aussi à la CIDH. Je crois qu'il va faire aussi une mission prochainement en Iran. Nous sommes en discussion permanente avec l'Union européenne. Bon, mais on verra. Vous savez, la semaine prochaine, je crois que c'est le 2e ou 3e tour des pourparlers sur le nucléaire. Je crois que c'est autour du 17 ou 18 mars. On verra aujourd'hui, de toute façon, si vous regardez un peu les informations. Jean Kerry n'est pas très, si vous voulez, optimiste. De toute façon, les Iraniens doivent faire beaucoup de concessions. Concessions, évidemment, en rapport avec le dossier nucléaire. Mais dans l'état de choses, je ne crois pas que si la question nucléaire est réglée, les Occidentaux, j'espère, de toute façon, nous faisons notre travail dans ce sens-là, que la question des droits de l'homme, la question de toute façon de l'avenir démocratique de l'Iran ne soit pas non plus complètement écartée, mise à part lors de ces discussions. Mais avec votre permission, je voudrais un peu rebondir sur ce que disait mes chers collègues, en ce qui concerne le panel actuel, sur le discours de Khomeini, même à Neufchâteau, avant son arrivée en Iran. Parce que ça m'a rappelé, il y a quelques années, parce que l'Iran, encore l'État iranien, a ratifié la Convention internationale contre le racisme dans les années 70. Entre-temps, il y a eu une évolution par rapport à cette convention. L'intolérance religieuse est considérée comme le racisme. Et par conséquent, le comité qui observe l'application de cette convention, que tous les États doivent aussi présenter un rapport tous les 2-3 ans devant ce comité. J'étais présent il y a 3-4 ans devant le comité
en face de moi aussi la délégation iranienne présidée par un vice-ministre de la Justice. Lorsque les membres du comité, et surtout un ami qui malheureusement est décédé quelques mois plus tard, qui était le rapporteur aux membres de ce comité, Abdel Fattah Amour, je pense que vous connaissez, qui était un grand juriste marocain, qui était à un moment donné, tunisien, pardon, qui à un moment donné même rapporteur sur la liberté de religion. Évidemment, il était aussi parmi les experts de ce comité. Et lorsqu'on a évoqué la question de Baha'i, le porte-parole de la délégation iranienne dit que le bahaïsme n'est pas une religion. Et Abdel Fattah Amour, tout de suite, a répliqué que, mais quand même, c'est une conviction de non. Parce que, et dans la déclaration, et dans le pacte, et dans l'ensemble, en fait, si vous voulez, des instruments onusiens, on parle de la liberté de conscience, liberté de religion et liberté de conviction. Bon, vous dites que ce n'est pas une religion, mais quand même, qu'est-ce que vous dites? Est-ce qu'il s'agit d'une conviction ou pas? Évidemment, il n'était pas en mesure de répondre. Et pourquoi, étant Khomeini, que son représentant 30 ans ou 32 ans après disent qu'il ne s'agit pas d'une religion? Parce que là-dessus, il y a un obstacle théologique. Pourquoi? Parce que dans le Coran, il y a un article qui dit que Mohammed Rasulullah Khatamun Nabi. Qu'est-ce que ça veut dire? Mahomet, il est le prophète et le dernier prophète. C'est marqué dans le Coran. Lorsqu'on dit c'est le dernier, et par conséquent, l'affaire est classée au commun. Parce qu'en plus, c'est le texte du Coran, ce n'est pas une interprétation, ce n'est pas comme disent un hadith, un imam ou un. Bon, voilà. Et par conséquent, ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent rien faire. Tant qu'il y a ce qu'il, au bout de 3 ans finalement, il a trouvé un peu ce discours à Ahmad Shahid dans ce rapport, tant qu'il y a un gouvernement dans lequel il y a une confusion entre la religion et l'État, le gouvernement au moins, il n'y a pas de séparation dans ce je ne crois pas qu'il y ait une évolution dans ce sens-là. Parce qu'on parle de la Baha'i, il y a, à ma connaissance, des millions, des milliers, voire des millions d'Iraniens qui sont carrément athées. Ils n'ont pas, évidemment, à partir du moment où ils ne se manifestent pas leur non-croyance, ils ne risquent rien. Mais s'ils font la moindre confession ou la moindre déclaration dans ce sens-là, ils sont plus sanctionnés que le Baha'i. Parce que vous savez, ça aussi c'est une particularité de la religion musulmane, il n'y a pas de conversion négative en islam. Il y a toujours une possibilité de conversion positive. Qu'est-ce que ça veut dire conversion? Qu'est-ce que ça veut dire conversion positive et conversion négative? Conversion positive est possible, pourquoi? Parce que les Iraniens n'étaient pas musulmans. L'Iran a été, la Perse a été envahie par les Arabes sous le deuxième calife, quelques 20 ans, 30 ans après le décès du prophète, et par conséquent, en deux siècles, les Iraniens, parce que ça a duré 2 siècles, je crois qu'ils ont été obligés de se convertir. Mais il y a aussi une règle en islam que l'enfant est né musulman, reste musulman jusqu'à la fin de sa vie. Et par conséquent, un musulman à aucun moment n'est pas en mesure de se convertir à une autre religion. Ils font des pressions sur les militants religieux pour qu'ils se convertissent en islam. La vérité n'existe pas. Par conséquent, si un Iranien aujourd'hui dit que voilà, je suis, évidemment, je suis, comme je disais souvent, agnostique ou je suis athée, ou mettant l'origine, si vous voulez,
de notre malheur à l'Association des juristes iraniens en 81, c'était seulement de publier c'était même pas un bouquin, si vous voulez, une petite brochure en 20 pages sur le premier code pénal islamique. On a fait une analyse complètement juridique en disant que c'est catastrophique pour ce pays, pour l'avenir de ce pays, etc., etc. En 35 ans, pourquoi il y a 660, 680 exécutions en Iran? C'est l'une des conséquences, l'un des résultats de ce code pénal islamique. Il y a 30 crimes et délits susceptibles de la peine de mort dans ce code-là. Le lendemain, Khomeini a fait un discours officiel dans ce sens-là, celui ou celle qui met en cause l'un des principes de l'islam, dont la loi de Taliban est considérée comme apostolique. Et voilà, 2 jours plus tard, un mandat d'arrêt a été décerné contre moi, je deviens clandestin. C'est ça la nature de, si vous voulez, d'un régime religieux, d'un État théocratique et d'un État clérical comme celui en Iran. Excusez-moi si j'étais très... Non, non. Oui, je vous en prie. Alors, ça permet rapidement que j'évoque un point que j'ai évoqué assez rapidement, qui est cette campagne de diabolisation. Donc, comme je disais, c'est vraiment une analyse qui a été faite sur la presse, mais aussi sur tout ce qu'il y a sur Internet, sur des livres, des parutions de livres, vraiment tout ce qui concerne la diffusion médiatique de la foi bahaï. On se rend compte qu'il y a une volonté des autorités de dépeindre les bahaïs comme des adeptes d'une secte qui cherche à nuire à l'autorité, au régime. Et la vision de la société civile, malheureusement, c'est très difficile à dire dans le sens où, dans un régime où tout est régi par la religion et où tout le monde est surveillé, puisque si on s'oppose au régime ou si on décide de suivre autre chose que les directives du régime, on risque d'être désigné comme un apostat et d'être mis au banc de la société. Donc il est très difficile, malheureusement, pour les non-bahaïs, pour la société civile, de officiellement soutenir les bahaïs et d'adhérer aux principes bahaïs. Mais de plus en plus quand même, la société civile se rend compte que c'est une campagne qui est menée par les autorités et que les bahaïs ne sont pas ces diables qu'on essaie de montrer, puisque, comme le rapporteur spécial le dit lui-même dans son rapport ce matin, aujourd'hui l'activité principale des bahaïs, ce sont des réunions de prière qui ont pour but d'apporter un moment, j'allais dire, de spiritualité à leurs amis. Ce sont des activités de responsabilisation et d'autonomisation et donc d'éducation, j'allais dire, des enfants. Et ces activités n'ont pas pour but de convertir ou d'imposer une religion, mais tout simplement de sensibiliser son entourage, de sensibiliser ses amis j'allais dire, à ce qui va se passer demain. Et si on n'éduque pas les enfants et les jeunes dès aujourd'hui, quelle société est-ce qu'on va avoir dans quelques années? Donc c'est dès maintenant qu'il faut apporter quelque chose. Et donc la société civile se rend bien compte qu'au final, les bahaïs ne font rien de mal et ne sont que dans des activités qui permettent une transformation individuelle et collective de la société, c'est tout. Donc il y a quand même cette ouverture d'esprit aujourd'hui de la société civile, même si ça reste très difficile pour eux de officiellement se déclarer amis ou proches des principes bahaïs. Et quelques mots sur la deuxième question du pouvoir des observateurs, mais Karim Lerjee pourra aussi compléter. Heureusement qu'il y a ces rapports quand même. Il y a le rapporteur spécial pour l'Iran, il y a le rapporteur sur la liberté de religion qui régulièrement émettent donc des rapports, des recommandations, l'Assemblée générale des Nations Unies aussi. Et donc, même si ces rapports ne sont pas acceptés par l'Iran, par les autorités iraniennes, ces rapports permettent quand même de montrer à l'extérieur la réalité de la société iranienne et
vrai visage, j'allais dire, le terrain. Qu'est-ce que se passe-t-il vraiment en Iran? Donc, et ces rapports sont quand même entendus par la société civile en Iran. Donc ça permet aussi à la société civile d'avoir une autre vision que ce que les autorités veulent bien leur dire. Donc c'est très important que ces observateurs, même s'ils n'ont pas de pouvoir directement sur les autorités, ils ont quand même une importance au regard de la société civile, je pense. J'ajoute que vous avez des documents officiels des Nations Unies qui sont là à votre disposition, ainsi que des documents d'ONG comme la FIDH. Il y a plusieurs rapports, donc prenez-les le moment venu. D'autres questions? Oui, je vous en prie. Le prophète Baha'u'llah est né en Perse, donc c'était un persan, un Iranien aujourd'hui, mais à l'époque c'était la Perse. Et donc la première, j'allais dire, communauté Baha'i est née en Perse également. Donc ce sont des Iraniens de pure souche. Ce n'est pas une minorité ethnique d'ailleurs qui serait arrivée en Iran. Hein. Donc ce sont vraiment des Iraniens. Donc la religion est née en Perse, la première communauté était iranienne, mais aujourd'hui c'est une communauté mondiale puisque les Bahaïs ne sont pas représentés uniquement qu'en Iran. C'est aujourd'hui une religion qui est vraiment qui a des fidèles à travers le monde. Mais ce qui est intéressant dans l'histoire du prophète Baha'u'llah, c'est que dès le début, il n'a pas été accepté par les autorités iraniennes, puisque comme vient de le rappeler Mareji, dans le Coran, il est indiqué qu'après le prophète Mahomet, il ne peut pas y avoir d'autres prophètes. Bon, après, on peut l'analyser évidemment, mais disons que ce verset est utilisé pour interdire toute religion, toute croyance postérieure à l'islam. Et donc, dès l'origine, le prophète Baha'u'llah a été refusé en Iran et a été chassé d'Iran. Et donc, s'est retrouvé dans l'Empire ottoman. Mais je ne sais pas si je réponds à votre question, mais en tout cas, c'est une religion qui est née en Perse. C'est une religion aujourd'hui qui est mondiale et qui vraiment se retrouve à travers le monde et qui prône tout simplement un discours de paix, un discours de tolérance et dont les activités principales ont vocation à l'amélioration de la société. Et est-ce qu'ils sont localisés dans une région particulière environ? Non, non, oui, partout. Hein. Oui. Je voudrais surtout remonter en ce qui concerne votre question sur la société civile. Vous savez, chaque fois qu'il y a un problème par rapport à une minorité religieuse, derrière, il y a la main de diable. C'est le gouvernement, c'est le régime. Non seulement par rapport à la communauté baha'i, même par rapport à... Parce que vous savez, l'Iran, c'est une ethnique une mosaïque ethnique et une mosaïque religieuse. On parle de l'islam. Il n'y a pas un islam en Iran. Il y a des dizaines d'islam. Par exemple, je vous ai dit, il y a une vingtaine de Darwish actuellement en prison. Ils sont musulmans, chiites, mais avec un discours différent de celui de la charia. Et par conséquent, évidemment, ils sont mystiques. Vous savez, c'est ça. Et dans l'histoire de l'Iran, il y a toujours, malheureusement, cette guerre de religion, mais pas au sens de la guerre de religion en Europe. Parce qu'il y a toujours des provocations, il y a toujours, je vous ai dit, même à l'encontre de la communauté chrétienne, pour des raisons politiques. Moi, personnellement, vous savez, moi, je parle d'abord de mon enfance, de ma jeunesse, à Téhéran. Le centre de Baha'i, à Dilatovrod, c'était pas très loin de ma maison parentale. Évidemment, qui était respecté. Je vous parle des années 50, de mon enfance. On se voyait chaque fois, je posais à mon père mon père disait que c'est évidemment le lieu saint. Et ce centre a été attaqué après le coup d'État 53 par le régime. Pourquoi? Parce qu'il y avait une alliance entre le Shah, les militaires et certains ulamas. C'est dans cette période-là que le centre a été attaqué. D'accord? Et par la suite, ce n'était pas des persécutions systématiques. À la faculté de Téhéran, la personne la plus proche à moi, c'était Rotatollah Rouhani, qui pendant 4 ans, il était avec moi, et par la suite aussi, bon, je crois qu'il avait quand même une responsabilité au sein de la communauté baha'i. Après la révolution, il a été condamné
est exécuté. J'ai rencontré sa femme il y a quelques années aux États-Unis. Nous avions des dizaines d'avocats, parmi les meilleurs avocats du pays. Vous savez, c'était quand même, c'était pas la société civile, c'était vraiment une, si vous voulez, comme au centre de Téhéran, il y a eu aussi, c'était pas un quartier des Juifs, un quartier comme tu demandais, ou une ville consacrée aux Juifs, une ville consacrée aux Bahaïs, non. Et surtout les Bahaïs, parce que c'était quand même plus récent que les chrétiens arméniens ou les Juifs qui étaient en Iran, même les Juifs avant l'arrivée de l'islam. Bon, c'était pas. Ça veut dire qu'il y avait une ambiance de la paix sociale. De la paix sociale. Honnêtement, c'est assez éternel. Même récemment, vous savez, en tant qu'avocat, je vous parle, dans l'état actuel où les avocats sont sanctionnés de 5, de 10, de 7 ans de prison, c'est pas très très facile d'accepter de défendre les dirigeants de la communauté baha'i devant une juridiction révolutionnaire dans laquelle il n'y a pas de publicité. Les séances ne sont pas publiques. Moi j'ai plaidé devant les cours militaires sous le régime impérial et devant la juridiction révolutionnaire après la révolution iranienne. Je sais que vraiment c'est au-delà de courage, même pour un avocat. Vous savez, des avocats ou des avocates comme Abdul Fattah Soltani ou comme Nassim Sotoudeh qui défendent, c'est ça, c'est un symbole aussi de la solidarité, au moins de respect de la société civile iranienne à l'égard de cette communauté. Dernièrement, lorsque Nasrin était en prison, à l'époque il y avait une trentaine de femmes en prison de tendance politique, etc. À cette époque, Nasrin a été, le prix Sakharov a été attribué à Nasrin Sotoudeh et Jafar Panahi, le cinéaste iranien. Nasrin était en prison. Et par conséquent, Nasrin ne pouvait pas se rendre à Strasbourg pour obtenir son diplôme. Il m'a demandé comme avocat, mais pas son avocat, comme son collègue et son ami, d'être présent lors de cette cérémonie. Nasrin a envoyé un message à l'adresse du Parlement européen dans lequel elle parlait de ses co-détenus à la prison d'Evin et surtout des co-détenus Baha'i. Vous savez, devant le Parlement européen, une avocate iranienne condamnée à 8 ans de prison, et au bout de 3 ans de prison, envoyer un discours comme ça, vraiment, c'est pas seulement symbolique, ça signifie que ce qui prétend le régime iranien, que c'est un peuple musulman très hostile à l'encontre d'autres croyances et d'autres, si vous voulez, minorités religieuses, d'autres de toute façon religieuses, c'est pas vrai. C'est le discours gouvernemental lancé pour purement et simplement des fins politiques. Excusez-moi si c'était... Pardon, je voudrais juste rebondir sur la dernière intervention et sur ce que vous disiez tout à l'heure, professeur Decaux. Donc, cette notion, comme vous disiez, que toutes les religions ont annoncé être la dernière religion pour un temps. Et c'est aujourd'hui cet argument qui est utilisé par les autorités iraniennes. Et ce qui est important, comme vous le disiez, de souligner, c'est que toutes les religions l'ont annoncé, mais c'est pour un temps. Et c'est pour ça que, ça fait au cas de ce que vous disiez, Dieu ne peut pas laisser les êtres humains sans guide, sans direction, et c'est pour ça qu'il y a perpétuellement de nouveaux messagers de Dieu qui viennent, au fond, apporter le même message spirituel. Ce qui change, ce sont des principes sociaux, et c'est peut-être pour ça, aujourd'hui, que la foi bahaï a cette notion, j'allais dire, de modernité, ou de... c'est parce que chaque religion, au moment où elle apparaît, va apporter un souffle nouveau qui va permettre une évolution des mentalités. Et aujourd'hui, oui, la communauté bahaï, enfin la foi bahaï en tout cas, apporte ça pour la société actuelle. Mais donc c'était important, comme vous disiez, de le rappeler que toutes les religions, au fond, avaient toujours annoncé être une dernière religion, donc ce n'est pas quelque chose de typique à l'islam, mais c'est l'argument qui est utilisé vraiment aujourd'hui par les autorités iraniennes. Mais il y aura toujours des prophètes, il y aura toujours des messagers de Dieu, et chaque nouvelle religion apportera des principes qui permettront l'évolution de la société.
introduction pour dire que les Iraniens n'ont pas beaucoup de choix. Souvent, c'est entre le mauvais et le pire. Le pire est à Ahmadinejad. Même par rapport à la communauté internationale, parce que sous son prédécesseur, les rapporteurs spéciaux, dont Abdel Fattah Ramour et d'autres, pouvaient se rendre dans le pays. Notre cher camarade du Joannet, il se rend en Iran en 2003. Il a même visité les prisons iraniennes. Vous savez, c'est tout. Évidemment, nous sommes trop patients, défenseurs des droits de l'homme. Je parle devant des spécialistes. Hein, voilà. Parce qu'il n'y a pas, parce qu'il faut qu'il y ait une évolution, malheureusement, lentement. Il n'y a pas d'autre solution. Il y a 2 ans, on parlait de printemps arabe. Celui qui était Premier ministre libyen, ça fait 2 jours qu'il est réfugié en Allemagne. Vous savez, c'est ça. Et par conséquent, la différence entre Ahmadinejad et son prédécesseur, c'est que, même d'une manière hypocrite, mais quand même, il entendait le message de la communauté internationale. Il ouvrait peu à peu, peut-être pas les portes, mais les petites fenêtres. Vous savez, et par ce biais-là, évidemment, il y avait cet espoir-là qu'il y ait peu à peu. Mais avec l'arrivée d'Ahmadinejad, toutes les portes ont été fermées. Et pourquoi on a demandé, c'est pas normal que l'Assemblée générale de l'ONU demande à son secrétaire général, c'est-à-dire à Ban Ki-moon, de faire un rapport tous les ans sur un pays. C'est sur l'Iran. Depuis que la Commission des droits de l'homme a été remplacée par le Conseil des droits de l'homme, il sait bien, Emmanuel, qu'il n'y a pas de rapporteurs fréquemment pour les pays, sauf si la situation des droits de l'homme est très très préoccupante. Encore c'est le cas de l'Iran. Et pourquoi? Parce que pendant 8 ans d'Ahmadinejad, toutes les portes étaient fermées. Il n'y a pas de rapporteur, il n'y a pas... Je vous ai parlé aussi du niveau de la répression. Et bon, qu'est-ce que vous voulez? Entre-temps, il y a quelqu'un qui a un discours un peu modéré. Il n'y a pas un laïc, il n'y a pas une femme, il n'y a pas... Qu'est-ce que vous voulez? Quelqu'un vraiment moderne, ce qu'il souhaite au moins dans la capitale et dans la grande ville iranienne. Et par conséquent, en plus, devant aussi cet isolement qui est justement en rapport avec ce que vous disiez par rapport à la valeur ajoutée de ces résolutions et des rapports de rapporteurs spéciaux, c'est l'isolement total de l'Iran. L'Iran est considéré devant la communauté internationale comme un État voyou. Un État qui ne respecte aucune règle de droit international. C'est ça. C'est ce que dit voyou, ça veut dire, bon, c'est pas un révolté, c'est plus qu'un révolté. C'est pour ça. Mais bon, évidemment, ce sont les peuples iraniens qui payent le prix de ces sanctions. Vous savez, nous avons un rapport ici dans lequel, c'est devant le comité des droits de l'homme, surtout relatif aux droits culturels, économiques et sociaux, nous avons dans ce rapport, qui est basé sur les chiffres que nos amis nous donnent de l'Iran. 40% de la population iranienne se trouve en dessous de la seuil de pauvreté, au sens iranien du terme. Vous savez, les SMIC en Iran actuellement, c'est combien? 80 €. Vous savez, c'est ça. Devant cet État, qu'est-ce que vous voulez que les Iraniens fassent? Entre un borné qui devait succéder à Ahmadinejad, qui est Jalili, qui était justement l'interlocuteur de Mme Ashton et compagnie, lors de pour parler de nucléaire sans qu'il y ait la moindre, il était candidat pour succéder à Ahmadinejad. Et quelqu'un qui a un discours modéré. Voilà, je crois que si vous étiez aussi à leur place, il n'y avait pas d'autre choix. Ou l'abstention, ou finalement participation, même d'une manière écrasante pour que Rouhani soit élu dès le premier tour. Je ne sais pas si oui. Je vous ai dit, nous sommes en contact permanent surtout avec l'Union européenne, qui est un peu le partenaire classique et historique de l'Iran. Justement, nous avons aussi
présenter nos conditions préalables pour qu'il y ait des relations normales suite à cet accord qui est prévu pour le mois de juillet, mais je ne crois pas. Je crois que ça va encore reporter peut-être jusqu'à la fin de l'année. Je vous ai dit, déjà dans sa dernière déclaration, Jean Kerry n'est pas très optimiste. Évidemment, on verra, étape par étape, on verra. Nous avons demandé d'abord la libération de l'ensemble des prisonniers d'opinion, prisonniers politiques. Nous avons demandé un moratoire, si ce n'est pas sur la peine de mort, au moins sur la condamnation des mineurs à la peine de mort. Nous avons demandé l'arrêt des exécutions sur la place publique. Vous savez, nous avons fait aussi un listing qui doit être, j'espère, respecté par nos interlocuteurs européens lors de pourparlers, peut-être parallèles ou par la suite avec le régime iranien. Entre autres aussi la situation des minorités religieuses, surtout de Bahreïn. Merci. Juste en complément, un exemple, c'est la charte qui était quand même une promesse de campagne et qui avait pour but d'améliorer la situation, notamment des minorités religieuses, puisque l'objectif était de diminuer cette discrimination religieuse. Et on se rend compte aujourd'hui que des mois après l'élection présidentielle, cette charte reprend quasiment mot pour mot la constitution iranienne. Et les Bahreïns ne sont toujours pas admis dans cette charte, tout comme ils ne le sont pas dans la constitution. Donc il est très difficile de voir une évolution même sous la présidence Rouhani, puisque cette charte qui devait permettre une amélioration des droits de l'homme n'a absolument rien permis, au contraire, elle reprend et elle reste dans le cadre de ce qui est déjà posé par la Constitution. Donc on espère en effet que les négociations vont permettre des changements, mais ne serait-ce que juridiquement, l'élément qui aurait dû permettre le changement n'a rien changé en fait. Aucune évolution n'a eu lieu depuis l'élection et cette charte n'a rien apporté à la situation des Bahreïns. Je crois que le problème en Iran, ce n'est pas le cadre juridique. Parce que le cadre juridique est discriminatoire. Parce que dans cette charte-là, à plusieurs reprises, on parle à la constitution iranienne. On se réfère à la constitution iranienne. C'est une volonté politique. Vous savez, les mollahs, ce sont les plus commerçants du monde. On dit même qu'ils vendent leur mère. Excusez-moi tout à l'heure. Vous savez, actuellement, le taux d'intérêt, c'est combien ici en Europe? C'est 1% ou... Le taux officiel en Iran, c'est 25%. C'est contraire à l'article d'un article du Coran. Vous savez? Parce que c'est dans leur intérêt. À ce moment-là, évidemment, ils ferment facilement. Mon père disait que le plus, si vous voulez, la personne qui ne respecte jamais la religion, c'est le mollah. En plus, mon père était un théologien. Vous savez, c'est ça. S'il y a une volonté politique, sous la pression internationale, sous la pression de la société civile, sous la pression des ONG, etc., je vous promets que le régime iranien sera en mesure un peu de mettre davantage de l'eau dans son vin pour que les Bahreïns aussi puissent au moins bénéficier d'une vie plus paisible, mais pas d'un statut comme dit, comme citoyen de première zone, mais quand même d'une vie paisible, comme sous le régime précédent. Merci, je crois que ça va être la conclusion peut-être, parce que le temps passe et c'était une note d'espoir, ce qui est bien pour conclure. Donc je voudrais vous remercier le public qui est venu ici, et puis évidemment les deux panélistes qui nous ont permis de mieux comprendre un problème qui est grave. Souvent l'Union européenne et les États-Unis ont comme priorité le dossier nucléaire, mais le dossier des droits de l'homme, si on peut parler de dossier, ça doit être aussi une priorité, en particulier concernant le principe de non-discrimination. Donc je crois qu'on comprend mieux, grâce à vous, la situation, avec ce qui peut sembler un cercle vicieux, parce que le système est bien ficelé, puisqu'il y a une sorte d'auto-élection, d'auto-sélection du pouvoir qui peut se renouveler indéfiniment en éliminant les candidats qui sont
un peu trop, je ne sais pas comment dire, mais qui aurait une marge d'initiative un peu inquiétante pour le pouvoir en place, donc c'est facile. Même s'il y a 6 mois de manifestations massives, on continue, on prend les mêmes, on change, et rien ne peut bouger. Mais si l'engagement de la société civile à tous les niveaux et puis la vigilance de la communauté internationale peuvent jouer, avec des rapports sur la table qui sont accablants, parce qu'on critique toujours les Nations Unies, mais il y a aussi un jeu de la vérité des Nations Unies, et là en l'occurrence, ce sont des documents qui font le point de manière très sévère, objective de la situation. Encore une fois, merci à tous, et puis merci aussi au BAI, à ceux qui ont organisé la réunion. Merci.